Bonjour à tous, je suis le docteur Laura Brickman, bienvenue sur Metabomed, la chaîne santé qui casse les mythes et déconstruit les idées reçues. On poursuit la série cétogène, nous allons voir ensemble les bénéfices prouvés par la science de ce mode de vie. Je vous ai expliqué il y a une dizaine de jours pourquoi, d'un point de vue métabolique et biochimique, la cétose représente un avantage net par rapport à la voie des glucides. J'avais aussi insisté dans ma dernière vidéo sur le fait que le mode de vie cétogène ne doit pas devenir un dogme alimentaire. Voyons maintenant sans tarder une partie des bénéfices que le cétogène peut vous apporter. Cette thématique sera divisée en deux parties car je n'aurai pas assez d'une vingtaine de minutes pour survoler tous ces sujets importants. Je vous consacre donc une vidéo entière aux bénéfices sur le cerveau car après tout, le régime cétogène tire ses origines des recherches qui ont été effectuées pour des maladies neurologiques. Alors, allons voir ça ensemble. Faisons une petite parenthèse historique à propos du régime cétogène. Il a été mis au point dans les années 1920 à la Mayo Clinic dans le but de traiter l'épilepsie réfractaire au traitement classique, notamment chez les enfants. Le degré de preuve de l'efficacité du cétogène est solide car il a été étudié et pratiqué en réalité depuis plus de 100 ans. Ce n'est donc pas le dernier régime à la mode, comme je vous l'avais dit. C'est une véritable thérapie reconnue et exploitée dans certains centres pour réduire à la fois la fréquence et la gravité des crises épileptiques. Le bêta-hydroxybutyrate, rappelez-vous ce corps cétonique le plus important, va agir de différentes manières sur le cerveau. Comme vous le savez bien maintenant, c'est une source d'énergie alternative au glucose, qui est en réalité préférée par le cerveau. Il a l'énorme avantage d'être disponible de manière tout à fait stable et de ne pas fluctuer comme le glucose le fait, ce qui est bien mieux toléré sur le plan cérébral, surtout sur un terrain fragile comme celui d'une personne épileptique. Par ailleurs, la cétose permet de restaurer la fonction des mitochondries, qui sont nos centrales énergétiques. Le fait de les restaurer limite les déséquilibres qui peuvent déclencher les crises. Mais le BHB va aussi avoir un effet anti-inflammatoire direct qui est très avantageux pour le tissu cérébral. En plus de ça, il va moduler certains neurotransmetteurs, qui sont les substances messagères du cerveau, à la hausse ou à la baisse, ce qui va réduire l'excitabilité des neurones. C'est d'ailleurs le rôle de certains médicaments anti-épileptiques. C'est pour cette raison que les régimes cétogènes à visée thérapeutique pour l'épilepsie sont particulièrement riches en graisse et modérés en protéines. Le but ici, c'est d'obtenir une cétose très profonde. Les corps cétoniques sont dans ce cas précis de véritables médicaments, en plus d'être un carburant pour notre cerveau. Mais il n'y a pas que l'épilepsie. Les résultats des études sont également fort encourageants pour la prévention et l'amélioration des manifestations cliniques de maladies comme l'Alzheimer et le Parkinson, qui sont des atteintes neurodégénératives. Des essais cliniques prometteurs à plus grande échelle sont encore en cours. Pour faire simple, on s'aperçoit que l'Alzheimer est en grande partie la résultante d'un problème métabolique. Le système nerveux central devient insulino-résistant de la même manière que les tissus périphériques lorsqu'on consomme beaucoup de glucides pendant un certain temps. Or, une mauvaise réponse à l'insuline peut contribuer à l'accumulation de dépôts toxiques comme la fameuse protéine bêta-amyloïde qui cause la maladie. Le problème, c'est pas tellement sa production, mais en fait, c'est son élimination. La compréhension récente de ce phénomène a fait que les neurologues appellent maintenant l'Alzheimer le diabète de type 3. Pour clôturer le sujet des effets neurologiques, parce qu'on en relève d'autres, mais j'ai décidé de m'attarder sur les plus importants ici, on peut toucher un mot des migraines. Le phénomène migraineux est fort complexe. En gros, c'est une hyperexcitabilité des neurones de certaines zones du cerveau qui va entraîner une réponse inflammatoire, ainsi qu'une hypersensibilité responsable des douleurs, mais aussi d'autres symptômes comme des nausées, des vomissements, la peur de la lumière, ce qu'on appelle la photophobie. Certains stimuli peuvent aussi déclencher des migraines, comme le stress, les lumières vives ou même certains aliments. Les chercheurs se sont aperçus qu'il y a probablement un lien entre la survenue de la migraine et une dérégulation de certaines pompes ioniques situées dans les membranes des neurones. Pour faire simple, un manque de sodium à l'intérieur de la cellule cérébrale pourrait causer la migraine. Et ce phénomène est facilité par des concentrations élevées de glucose dans le sang, car le glucose va entrer dans la cellule par un transporteur qui va en fait directement l'échanger contre un ion sodium. Les neurones vont donc s'appauvrir en sodium par ce phénomène. L'élément à retenir, c'est donc que tout ce qui va diminuer le glucose
va potentiellement diminuer le risque de faire une crise migraineuse. Cela corrobore l'observation de nombreuses personnes qui voient leur crise diminuer en fréquence ou même disparaître avec un régime cétogène. Je fais partie de ces gens-là. Je parle donc d'expérience. Sur 1 an et demi, je n'ai plus eu une seule migraine ophtalmique. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une forme de migraine particulièrement handicapante qui s'accompagne de perte de la vision pendant en moyenne 30 minutes en début de crise. Pour les curieux, voilà ce que ça donne. C'est horrible, j'ai pas d'autres mots. Alors je croise très très fort les doigts pour ne plus jamais en souffrir. À noter que contrairement à l'épilepsie, il n'est pas forcément nécessaire d'être en cétose pour obtenir des bénéfices. Un low carb pourrait donc déjà avoir des effets très positifs dans la migraine. C'est simplement lié au fait que, dans ce cas précis, ce ne sont pas les corps cétoniques qui entrent en jeu, mais bien la réduction du glucose en circulation dans le sang. Les troubles neurodéveloppementaux et la psychiatrie, c'est encore un vaste sujet que je ne ferai que survoler dans le cadre de cette vidéo. Une des pionnières dans ce domaine, c'est une médecin américaine qui s'appelle Georgia Ade. Elle met en avant le rôle majeur de l'alimentation dans le développement et la gestion de nombreux troubles psychiatriques, comme l'anxiété, la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie et même l'autisme. Elle pointe surtout du doigt les glucides, évidemment, mais aussi les trop nombreux additifs de nos aliments ultra transformés et la mise à l'écart des graisses de bonne qualité. Car nos régimes anti-cholestérol et l'éviction des graisses animales ont des conséquences énormes sur la santé cérébrale. Je ne développerai pas plus aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais sachez d'ores et déjà que ce point est crucial. Il y a de ce côté-là d'énormes mythes à débunker. Georgia Ade souligne par ailleurs la toxicité des huiles végétales de graines qui sont extrêmement pro-inflammatoires. La stabilité de l'énergie fournie par la cétose est aussi un élément important qui permet de comprendre pourquoi l'humeur est souvent améliorée grâce à ce mode de vie. La fluctuation de la glycémie est bien connue pour entraîner de l'irritabilité ou des troubles du comportement. Du coup, la stabilisation énergétique obtenue grâce au cétogène permet de diminuer les effets négatifs sur l'humeur. J'étais par exemple assez lunatique avant de bénéficier des bienfaits de la cétose et je tolérais mal les fluctuations de glycémie. Ça avait tendance à me rendre un peu de mauvaise humeur, impatiente et surtout très déconcentrée. Un autre exemple pour illustrer tout ça, c'est le TDAH, que l'on appelle communément l'hyperactivité chez les enfants. C'est un dysfonctionnement neurologique mais aussi métabolique. Les corps cétoniques produits par le cétogène pourraient compenser des déficits énergétiques et stabiliser les fonctions cérébrales. En plus de cela, on peut aussi leur ajouter leur effet anti-inflammatoire, comme on l'a vu pour l'épilepsie. Comme l'énergie est stable, elle diminuerait aussi les manifestations d'hyperactivité. Les recherches spécifiques sur le TDAH sont encore rares, mais certaines études sur modèles animaux montrent que le régime cétogène réduit effectivement l'hyperactivité et améliore la concentration des souris. À noter que des investigations sont en cours pour l'autisme. Pour finir, il est fort probable que les modifications du microbiote induites directement par la réduction plus ou moins importante des glucides jouent un rôle dans tous ces bénéfices. Le microbiote, c'est un sujet encore largement incompris qui fait l'objet de recherches intensives pour le moment. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, sachez que la traduction française du livre du docteur Georgia Ade paraîtra tout bientôt. C'est une véritable chance, car peu d'auteurs américains spécialistes du cétogène sont traduits, et l'apport de leurs travaux est pourtant extrêmement précieux pour l'avenir de la nutrition. Vous retrouverez tous les détails du livre du Dr Ade en barre de description. Si vous avez aimé cette première partie des bénéfices du mode de vie cétogène, restez bien à l'affût, car nous discuterons dans la prochaine vidéo de cancer, d'immunité, de rhumatologie et de tubes digestifs. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer du contenu à venir. À bientôt!